Un dimanche d'élection donc aujourd'hui, présidentielle en Roumanie, en Pologne, législatives anticipées au Portugal. Les résultats de ces scrutins vont nous parvenir dans les heures qui viennent. Et il y a un dénominateur commun des candidats admirateurs de Donald Trump, une montée de l'extrême droite aussi. Est-ce inexorable? Est-ce que l'Union européenne est face à un tournant? On en débat avec nos invités. Jean-Yves Camus, bienvenue. Merci. Vous êtes spécialiste de l'extrême droite, co-directeur de l'Observatoire des radicalités politiques de la Fondation Jean Jaurès. Et nous sommes en direct de Rome avec Thibaut Musergue. Bonsoir, bienvenue. Vous êtes directeur du programme Europe du think tank International Republican Institute et auteur de Post-Populisme. C'est à l'Observatoire. Alors on va s'arrêter, si vous le voulez bien, sur le profil des candidats souverainistes, nationalistes, extrémiste, il y a beaucoup de qualificatifs. On l'a dit en Roumanie, le nationaliste George Simion, qui est favori de la présidentielle. En Pologne, Sławomir Mencen, candidat à la présidentielle, donc, mais lui a moins de chance, mais quand même, il commence à devenir de plus en plus important avec son parti. Et enfin, au Portugal, André Ventura, leader d'une extrême droite décomplexée, le parti Chega, AC. Alors, est-ce que ces trois hommes représentent l'extrême droite, chacun dans leur pays, Jean-Yves Camus, ou est-ce que c'est plus compliqué que ça? C'est nettement plus compliqué que cela, parce que les référentiels sont évidemment différents. On est dans trois pays qui ont des histoires différentes, où les droites radicales, c'est ainsi que je préfère les appeler, ont également des histoires différentes. Il y a quelque chose, par exemple, de tout à fait remarquable pour nous politistes, c'est le cas portugais. Il y a 5 ans avec seulement... André Ventura. Avec André Ventura, il y a 5 ans seulement, la plupart des politistes considéraient que le Portugal était un cas totalement atypique en Europe, puisque finalement, depuis la chute du régime Caetano qui avait succédé à Salazar, aucune formation nationaliste radicale n'avait réussi à dépasser les petites marges lors des élections législatives. Et on a subitement un parti qui vient de nulle part, qui se crée à la hâte et qui bouleverse un jeu politique qui, il faut le dire, est quand même particulièrement figé, entre d'un côté un centre droit et de l'autre côté un parti social-démocrate. Je ne veux pas dire que la politique portugaise est particulièrement ennuyeuse, mais enfin on va dire qu'elle n'est pas pleine de rebondissements propres à mobiliser l'opinion. Et du coup, André Ventura, sur un programme assez sommaire, parce que vous l'avez dit, le nom du parti, ça veut dire ça suffit en fait. Oui, c'est ça, on en a assez. Mais on va peut-être y revenir, Jean-Yves Camus, puisqu'on va prendre le temps. C'est juste, bon, vous l'avez raison, le programme sommaire, on va y revenir. On va voir comment il parle aussi de l'immigration. Mais post-populiste, ça, je voulais savoir aussi si c'est le bon terme pour les définir, Thibaut Musergue, les trois personnes, les trois candidats dont on vient de parler, qu'on va revoir à l'image. Donc voilà, trois hommes qui incarnent en fait l'extrême, en tout cas des droites radicales. Non, on peut pas. Aucun d'entre eux ne peut être appelé post-populiste dans la mesure où les candidats post-populistes qui sont issus de l'extrême droite ont fait un pas vers le centre, enfin, un pas en dehors de l'extrême droite pour venir vers le centre pour devenir acceptable. Et aucun de ces candidats n'est dans cette optique-là. On est au contraire dans une radicalisation, que ce soit en Roumanie ou en Pologne, avec des discours qu'on entendait ni en Roumanie ni en Pologne, où il y a une sorte de tropisme pro-russe qui est caché dans les deux cas, parce que ce sont deux pays qui ont souffert de l'occupation soviétique et qui sont généralement anti-russes, mais où on a des candidats qui ont des forts soutiens et qui ne sont pas soutenus parce qu'ils sont pro-russes, mais parce qu'ils ont un agenda général qui correspond finalement à une vision un peu poutinienne avec des rapports de force du monde, et un sentiment anti-ukrainien qui s'est installé à la faveur de l'arrivée et de l'installation pendant quelque temps, tout du moins, d'assez grand nombre d'Ukrainiens sur le sol de ces deux pays. Ajouter à cela, dans le cas roumain, alors la Roumanie, c'est intéressant ce que disait Monsieur Camus, parce que la Roumanie était à peu près dans le même, on peut le mettre un petit peu dans le même panier que le Portugal. C'est un pays où il n'y avait pas d'extrême droite jusqu'à très récemment, et c'est il y a environ 5-6 ans, 4-5 ans même, qu'une extrême droite a émergé et a commencé à devenir importante du fait des difficultés économiques ou de ralentissement économique
conjugué à une scène politique qui était beaucoup trop consensuelle et où le consensus justement nuisait, dirons-nous, à la transparence. Et Donc on retrouve la même dynamique, si je vous suis. On retrouve la même dynamique de cette montée de l'extrême droite, c'est-à-dire des partis traditionnels en perte de vitesse, des problèmes économiques, des ingérences russes aussi. Là, effectivement, c'est encore une fois ce qui est notifié en Roumanie. Ça pourrait expliquer aussi cette montée de l'extrême droite ou pas? Ça peut l'amplifier, ça ne la crée pas. J'ajouterai à la liste que vous venez de citer les ingérences qui existent très probablement dans un scrutin qu'on a bien oublié ici, qui sont les élections législatives albanaises, dont le premier tour a eu lieu le 11 mai, le second suivra, et les campagnes de désinformation étaient tellement importantes que le gouvernement a décidé de bannir TikTok pour une durée de 1 an, de façon à laisser la campagne décanter un peu et si possible redevenir normale. Dans le cas, tout dépend des pays, si vous voulez. Dans le cas polonais, la coalition confédération que représente M. Menzel a un rapport à l'Ukraine qui est très particulier et qui est aussi déterminé par l'histoire. Moi, je suis allé voir il y a 2 ans la permanence de ce député d'extrême droite qui est élu dans l'extrême est du pays à la frontière avec l'Ukraine et qui avait affiché sur son local un appel à ce que s'arrête la venue des Ukrainiens. Et lors de la discussion que nous avons eue ensuite, il m'a expliqué qu'en fait, c'était certes contre les Ukrainiens qui quittaient l'Ukraine en raison de la guerre qu'il en avait, mais que plus lointainement, cela rappelait un épisode très douloureux des relations polono-ukrainiennes, qui est le fait que pendant la Seconde Guerre mondiale, dans la région voisine aujourd'hui ukrainienne de Volhynie, les nationalistes ukrainiens ont allègrement massacré la population, la minorité polonaise qui vivait là, et du coup, sans être des partisans de Vladimir Poutine, parce que malgré tout, la Russie reste quand même le grand voisin ennemi depuis maintenant des siècles, eh bien, il n'y avait pas vraiment d'atome crochu avec la population ukrainienne. C'était même pas le problème du régime de Zelensky ou d'un autre. Il y a des contentieux historiques. Et en Roumanie, une chose très intéressante, c'est que précisément le même contentieux historique existe avec la Hongrie voisine en raison de la présence d'une minorité magyarophone très importante en Roumanie. Et George Simion a réussi à être adoubé par Viktor Orban, alors qu'il y a encore une quinzaine d'années, le simple fait de mettre dans une même pièce des nationalistes radicaux roumains et des nationalistes radicaux hongrois tenait véritablement de la gageure. Donc il y a des recompositions qui se créent. Vous nous rappelez le poids de l'histoire. C'est vrai qu'on va revenir sur effectivement l'avenir de l'Europe, l'avenir de l'Ukraine, comme vous venez déjà de le souligner. Mais je voudrais qu'on écoute Sławomir Mencen. Donc c'est le candidat d'extrême droite à la présidence en Pologne. On l'écoute. Qu'ont-ils fait avec les migrations? Après tout, il y a 10 ans, c'était principalement des Polonais qui vivaient en Pologne. Et maintenant, les choses ont changé quelque peu. Les rues de nos villes ont l'air complètement différentes qu'elles ne l'étaient il y a 10 ans. Est-ce que les Polonais ont dit qu'ils voulaient devenir une société multiculturelle? Que nous voulions avoir des personnes du monde entier ici? Non! Nous n'avons jamais voulu cela. Ils l'ont fait contre notre gré. Alors Thibaut Muserg, alors vous nous avez expliqué avec Jean-Yves Camus qu'effectivement l'histoire peut aussi expliquer la montée de l'extrême droite, mais on voit quand même que les thématiques restent les mêmes. L'immigration, alors là c'est en Pologne et au Portugal c'est aussi là c'est contre les tziganes, donc c'est quand même ça revient tout le temps ce thème. Oui, c'est l'immigration, c'est le cheval de bataille de toutes les extrêmes droites depuis une quinzaine d'années. Enfin, c'est populaire, c'est un thème extrêmement populaire que la plupart des pays, des partis traditionnels ont refusé de prendre parce que trop problématique par rapport au mainstream. Et effectivement, ils en ont fait leur fonds de commerce. Mais au-delà, dans le cas à la fois dans le cas de Chega, dans le cas de la Roumanie et dans le cas de la Pologne, ça va bien au-delà de la question migratoire. Il y a une vraie, et c'est quelque chose qu'on a partout en Europe et plus généralement en Occident, il y a une vraie crise d'identité dans ces pays qui est aussi due aux dynamiques démographiques qui sont négatives, en particulier en Roumanie. Et il y a une peur de disparaître qui, en plus du fait de l'histoire en Europe centrale et orientale,
fait que ce n'est pas totalement une fiction. Donc les partis d'extrême droite, dans une moindre mesure au Portugal, mais également au Portugal, jouent sur non seulement sur l'immigration, enfin l'immigration comme symptôme d'une crise beaucoup plus large d'identité alliée, dans le cas de la Roumanie, à un gros problème de corruption et de collusion des élites qui ferment finalement le jeu politique. Et c'est notamment à cause de ça que la Roumanie, qui n'avait pas finalement de problème avec l'extrême droite jusqu'à récemment, s'est finalement normalisée à une extrême droite aujourd'hui qui est malheureusement à des niveaux qui sont assez similaires, voire un petit peu supérieurs à ceux qu'on a dans d'autres pays européens, notamment la France. Alors, ce qui est frappant aussi, c'est la jeunesse, en fait. Un sondage en avril 2025 disait que près d'un jeune électeur sur 3 envisageait de voter pour Menzen. Cette jeunesse, elle est aussi très sensible aux arguments au Portugal, aussi en Roumanie. Jean-Yves Camus, qu'est-ce qui se passe? C'est cette crise identitaire dont on vient de parler? Vous savez, la jeunesse, elle est plurielle. Vous avez 2 jeunesses au moins. Vous avez celle des métropoles qui, lorsqu'elle est diplômée, arrive à s'en sortir. Celle qui choisit l'immigration, soit parce que le modèle sociétal dans lequel elle vit lui semble un peu trop fermé pour les horizons qu'elle a, soit qu'effectivement, bien que diplômée, elle ne trouve pas sur le marché de l'emploi des jobs qui sont à la hauteur de ses espérances et de ses diplômes. Et puis vous avez aussi la jeunesse rurale, la jeunesse des petites villes qui, elle, effectivement, d'abord s'informe principalement sur les réseaux sociaux avec tous les effets de désinformation que cela peut induire, et puis qui en fait voit effectivement des petites secousses dans le sismographe. Alors Sławomir Menzen disait la Pologne est envahie, nos villes sont envahies de gens venant de l'étranger. Enfin, ça reste quand même, si vous voulez, moi j'ai pas ces impressions-là quand je me promène dans des villes moyennes et même quand je me promène à Varsovie ou à Cracovie. Ça reste quand même un pays relativement fermé à l'immigration, mais parce que c'est nouveau. C'est-à-dire que lorsque vous êtes une société monoculturelle, la minorité allemande n'existant plus qu'en Silésie et ayant disparu pour le reste depuis 1945, les Juifs étant tellement peu qu'il ne reste plus rien de leur présence anéantie par la Shoah. Quand vous êtes un pays totalement monoculturel, la moindre arrivée d'un élément extérieur vous paraît troubler le jeu d'abord et puis être le début d'une vague. D'accord, une réaction. Alors juste brièvement, hein, je suis désolée mais ça passe trop vite, c'est passionnant. Thibaut Musergue, là, si la Roumanie choisit effectivement Georges Simeone, c'est aussi une autre Europe qui va se dessiner? Une autre Europe, non, parce que la Roumanie est quand même relativement, même si c'est un grand pays d'Europe centrale, mais sa position est quand même relativement périphérique, entre guillemets. Hein. Tous les pays sont importants, bien entendu, en Europe, mais ce n'est pas non plus, c'est pas la Pologne. Quand la Pologne a basculé à droite, à ce qu'on appelait à l'époque l'extrême droite du PiS polonais en 2000, au milieu des années 2010, ça avait eu un impact beaucoup plus fort. On aura moins d'impact aussi parce que le président de la République n'est pas le seul à avoir des pouvoirs en Roumanie. En fait, le gros du pouvoir législatif est détenu et exécutif est détenu par le Premier ministre. Donc il y a un jeu, il y aura forcément un jeu d'aller-retour entre le président, d'équilibre, oui, tout à fait. Alors avec un Parlement quand même qui est très très divers, il n'y a pas de majorité qui se dessine. Le Parti socialiste roumain a quitté la coalition qui était au pouvoir, donc ça va être très compliqué. Ça va donner au président. Voilà, on a énormément d'incertitudes, mais c'est les joies de la politique roumaine. Merci, merci infiniment. Voilà. Je suis désolée Thibaut Musergue, mais voilà, ce grand angle se termine. Merci infiniment Jean-Yves Camus d'être venu. Et une autre